Leçon 1, Roadside Resolve. Changer le pneu et continuer notre voyage. Aventure après aventure. Avez-vous déjà imaginé qu'un appartement puisse enseigner autant de choses? Les problèmes en bordure de route mettent à épreuve la patience et les compétences pratiques. J'ai appris à rester calme et à suivre des étapes systématiques. Quel outil avez-vous utilisé en premier? J'ai récupéré la clé de rechange, le cric et la clé à ergot dans le coffre. Avez-vous vérifié le véhicule pour trouver un endroit sûr où travailler? Je nous ai déplacés vers l'accotement et j'ai allumé les feux de détresse. Avez-vous actionné le frein de stationnement avant de commencer? Je l'ai fait, pour éviter tout roulement involontaire pendant que nous travaillions. Comment avez-vous desserré les écrous de roue au départ? J'ai utilisé une force constante et des motifs croisés pour éviter de me dénuder. Avez-vous soulevé la voiture uniquement après un desserrage partiel? Je l'ai fait pour assurer la stabilité tout en empêchant la rotation des roues. Le cric a-t-il été placé sous le point de levage approprié? J'ai localisé le point de levage renforcé près du passage de roue. Avez-vous soulevé le véhicule juste assez haut pour dégager le pneu? Je l'ai soulevé avec prudence pour éviter une extension excessive et une instabilité. En combien de temps avez-vous retiré le pneu crevé? Je l'ai retiré avec des mouvements fermes et réguliers, pour protéger les crampons. Avez-vous inspecté la pièce de rechange avant de la monter? J'ai vérifié la pression des pneus et j'ai cherché des dommages visibles. Le montage de la pièce de rechange a-t-il été simple ou difficile? Le montage exigeait un alignement minutieux et une pression constante. Avez-vous d'abord serré les écrous de roue à la main? Je l'ai serré à la main avant de baisser la voiture pour asseoir le volant. Avez-vous ensuite serré les écrous en forme D, étoile? J'ai serré en croix pour assurer une répartition uniforme du couple. Avez-vous abaissé le véhicule lentement et revérifié le couple? Je me suis abaissé lentement, et j'ai utilisé la clé pour finaliser le serrage. Avez-vous sécurisé les outils et rangé l'appartement en toute sécurité? J'ai placé les outils dans leur compartiment et j'ai enveloppé le plat dans un sac. Avez-vous documenté le lieu et l'heure avant de reprendre le voyage? J'ai noté le kilomètre et l'heure des records et de la sécurité. L'incident a-t-il modifié votre perception de état de préparation? Il a mis en évidence la valeur des connaissances, des outils et du sang-froid. Allez-vous emporter une trousse d'urgence complète à l'avenir? J'inclurai un kit de réparation des crevaisons, un triangle réfléchissant et des gants. Les habitants vous ont-ils proposé de l'aide pendant que vous travailliez sur le bord de la route? Un automobiliste qui passait s'est arrêté et a gentiment donné des conseils utiles. Avez-vous accepté de l'aide ou avez-vous refusé poliment? J'ai accepté une deuxième paire de mains lorsqu'elle m'a été offerte avec gratitude. Avez-vous profité de ce moment pour pratiquer l'anglais conversationnel? Je l'ai fait, en posant des questions et en confirmant la terminologie à haute voix. L'explication des étapes vous a-t-elle aidé à retenir la langue? Les actions verbalisées ont renforcé le vocabulaire et les verbes procéduraux. La réserve était-elle suffisante pour le reste du voyage? Il nous a conduits à la station-service la plus proche pour une réparation professionnelle. Avez-vous envisagé de remplacer immédiatement la roue de secours par un pneu neuf? J'ai comparé les coûts et la sécurité, et j'ai choisi un remplacement permanent. Cette pause imprévue a-t-elle modifié vos projets de voyage?
Cela a écourté une journée, mais a ajouté une expérience mémorable. Avez-vous rencontré d'autres voyageurs en attendant au garage? J'ai rencontré une famille qui m'a fait part de suggestions d'itinéraires locaux et de collations. Ces rencontres ont-elles enrichi le voyage malgré le retard? Ils ont créé de nouvelles histoires et créé des liens amicaux sur la route. Avez-vous documenté le processus de réparation pour référence ultérieure? J'ai pris des notes et des photos pour orienter les actions futures en bordure de route. Allez-vous enseigner aux autres comment changer un pneu dès maintenant? J'ai l'intention de faire une démonstration étape par étape dans une future leçon vidéo. Pensez-vous que ces leçons pratiques attireront les spectateurs? Un contenu pratique et authentique suscite l'engagement et la confiance du public. Des conseils de sécurité sans certification professionnelle peuvent-ils donner lieu à une controverse? C'est possible. Donc des avertissements clairs et des encouragements à faire appel à une aide professionnelle sont nécessaires. Allez-vous inclure des avertissements de sécurité dans tout contenu pédagogique? Je mettrai l'accent sur les contrôles de sécurité, les réglementations locales, et les cas où il faut appeler pour obtenir de l'aide. Les incidents en bordure de la route peuvent-ils être transformés en contenu tendance et didactique? Grâce à une narration honnête, à des conseils utiles et à un cadrage respectueux, ils trouvent souvent un large écho. L'expérience a-t-elle changé votre confiance en vous lorsque vous voyagez en solo? Cela m'a donné confiance en moi, et a souligné l'importance de la préparation. Allez-vous établir une liste de contrôles pour les futurs voyages en voiture? Je vais répertorier les outils, les numéros de téléphone et de simples rappels procéduraux. Les voyageurs devraient-ils s'entraîner à changer leurs pneus avant une urgence? La pratique dans un environnement sûr renforce les compétences et réduit la panique. Recommanderiez-vous de pratiquer avec un ami ou un mentor? Pratiquer avec une personne expérimentée accélère l'apprentissage et la sécurité. Avez-vous tiré des leçons culturelles inattendues de l'aide routière? J'ai appris que la gentillesse entre les cultures apparaît souvent dans des moments inattendus. Allez-vous intégrer la pratique linguistique dans les ateliers de compétences pratiques? La combinaison de compétences linguistiques et pratiques permet de créer des leçons utiles et mémorables. Les animateurs doivent-ils encourager les spectateurs à se préparer aux accidents de voyage les plus courants? La préparation donne du pouvoir aux voyageurs et réduit l'impact négatif des surprises. L'incident a-t-il suscité un débat parmi vos abonnés sur le risque et l'autonomie? Certains ont débattu de l'opportunité d'enseigner les réparations pratiques, ou de toujours faire appel à des professionnels. Comment avez-vous abordé cette controverse auprès de votre public? J'ai fourni des informations équilibrées, des conseils de sécurité clairs, et j'ai invité des experts à faire part de leurs commentaires. Allez-vous inviter un technicien automobile à revoir votre méthode devant la caméra? La validation par des experts augmentera la crédibilité et réduira les risques de désinformation. La leçon en bordure de route est-elle devenue l'un de vos téléchargements les plus consultés? L'audience a augmenté en raison de la pertinence pratique et de l'authenticité du récit. Allez-vous continuer à produire du contenu mêlant aventure et enseignement? Je continuerai à associer des expériences réelles à des explications claires et formelles pour les apprenants. Le changement de pneu a-t-il finalement renforcé votre confiance dans le travail des équipes? Il a réaffirmé qu'une coopération sereine et des rôles clairement définis permettent de résoudre efficacement les problèmes immédiats. Je planifierai mes futurs voyages en me préparant mieux, je documenterai les compétences pratiques,
et je prônerai un apprentissage respectueux et axé sur la sécurité. Leçon 2. Débat sur la cuisson précise et la cuisine. Quel est le temps de cuisson s'il doit être cuit à 375 degrés? Le temps requis dépend de la recette et de la taille des portions. Faites-vous cuire un seul grand plat ou plusieurs petits plats? Les petites portions se terminent souvent plus rapidement et nécessitent une surveillance attentive. Le type de four influence-t-il le temps de cuisson requis? Les fours à convection cuisent souvent plus rapidement grâce à la circulation de l'air. Dois-je réduire le temps lorsque j'utilise un réglage de convection? Réduisez le temps ou baissez légèrement la température pour éviter de trop cuire. Les différences de matériaux des casseroles affectent-elles le transfert de chaleur? Les casseroles en métal foncé absorbent la chaleur et peuvent brunir les bords plus rapidement. Le verre ou la céramique nécessiterait-il des ajustements temporels? Le verre et la céramique retiennent la chaleur et peuvent nécessiter une cuisson un peu plus longue. Dois-je préchauffer complètement le four avant d'y placer le plat? Le préchauffage garantit une température constante et une cuisson uniforme. Est-il prudent d'utiliser un thermomètre de four pour des raisons de précision? Un thermomètre de four vérifie la température interne réelle et réduit les conjectures. Comment l'altitude affecte-t-elle la cuisson à 375 degrés? Des altitudes plus élevées peuvent nécessiter des temps plus longs et des liquides ajustés ou du levain. Dois-je recouvrir le plat de papier aluminium pour éviter un brunissement excessif? Les tentes recouvertes d'un film protègent les surfaces tout en laissant la finition de l'intérieur. Quand est-il approprié de faire pivoter le moule pendant la cuisson? Tournez pour un brunissage uniforme si votre four présente des points chauds ou un chauffage irrégulier. Comment puis-je tester la cuisson sans me fier uniquement au temps? Utilisez une brochette, un cure-dent ou un thermomètre interne pour une évaluation précise. Quelle température interne indique un plat salé cuit en toute sécurité? De nombreux plats salés atteignent la sécurité à environ 165 degrés Fahrenheit. Quelle température interne indique qu'un gâteau est cuit? Les gâteaux sont souvent cuits lorsqu'une brochette en ressort propre et ressort légèrement. Dois-je tenir compte du report de cuisson après avoir retiré le plat? Le repos permet à la température interne d'augmenter légèrement et au jus de se déposer. Combien de temps une cocotte doit-elle reposer avant de la servir? Un court repos de 5 à 10 minutes améliore la texture et la qualité de service. La présence d'humidité dans la recette modifie-t-elle le temps de cuisson? Les recettes riches en humidité nécessitent souvent une cuisson plus longue pour évaporer l'excès de liquide. Les pâtes denses doivent-elles être cuites plus longtemps à basse température? Des températures plus basses empêchent les surfaces extérieures de brûler et permettent une cuisson uniforme à l'intérieur. Est-ce que 375 degrés conviennent pour rôtir des légumes? Ils fonctionnent bien pour les racines tendres, mais une chaleur plus élevée peut les caraméliser et les rendre plus croustillantes. Est-ce que le fait de saisir avant la cuisson modifierait le temps de cuisson requis? La saisie ajoute de la saveur et peut réduire le temps nécessaire au brunissement final. Comment la teneur en sucre influence-t-elle le brunissement à 375 degrés? Une teneur plus élevée en sucre favorise une caramélisation plus rapide et des croûtes plus foncées. Dois-je surveiller visuellement lorsque le chronomètre approche de 0? Les repères visuels empêchent la cuisson excessive et préservent la texture et la couleur souhaitée.
Les réglages de cuisson par convection et classique sont-ils interchangeables dans les recettes? Elles ne sont pas identiques. Les conversions améliorent les résultats et évitent les surprises. L'utilisation de plusieurs grilles modifiera-t-elle le temps de cuisson? Plusieurs paniers peuvent modifier le flux d'air. Tenez compte de l'espacement et de la rotation possible. Faut-il placer les produits de boulangerie fragiles au centre du four? Le placement central garantit une exposition à la chaleur la plus uniforme possible et une cuisson douce. Les temps de cuisson publiés dans les recettes peuvent-ils varier selon la marque et l'auteur? Oui, les auteurs testent dans des conditions spécifiques, donc les délais peuvent varier dans la pratique. Est-il controversé d'insister sur un temps de cuisson définitif unique? L'insistance rigide ignore les variables. Les boulangers expérimentés s'adaptent aux conditions. Les attentes du public en matière de netteté par rapport à la douceur pourraient-elles susciter un débat? Les préférences en matière de texture suscitent souvent des discussions animées entre les cuisiniers et les spectateurs. La sécurité doit-elle toujours prendre le pas sur l'apparence idéale? La sécurité alimentaire est primordiale, et l'emporte à chaque fois sur les préoccupations esthétiques. L'utilisation d'un thermomètre à lecture instantanée améliorera-t-elle la cohérence? Les thermomètres à lecture instantanée permettent de vérifier rapidement et de manière fiable la cuisson. Les signaux visuels tels que les bords bouillonnants sont-ils fiables pour les casseroles? La formation de bulles et les bords brunis sont de bonnes indications, mais doivent être confirmés à l'interne. Dois-je réduire la température du glaçage au sucre pour éviter de brûler? Des températures plus basses du four ou une application de glaçure ultérieure évitent les brûlures. La mise à échelle des recettes peut-elle nécessiter des changements temporels proportionnels? Les volumes plus importants nécessitent souvent plus de temps, tandis que les petits lots se terminent plus tôt. Les cuisines professionnelles misent-elles davantage sur le toucher que sur les minuteries? Les professionnels associent le chronométrage à une évaluation tactile et visuelle pour plus de précision. Y a-t-il un risque à retirer un plat trop tôt par impatience? Une élimination trop précoce entraîne des intérieurs insuffisamment cuits et compromet la sécurité. Dois-je conserver des notes détaillées sur les heures et les températures pour référence future? La prise de notes te permet de créer une recette personnalisée adaptée à votre four et à vos préférences. Les commentaires de la communauté provenant des spectateurs influenceront-ils mes horaires préférés? Les expériences avec les spectateurs peuvent révéler des ajustements utiles sur divers équipements. La publication de différentes approches temporelles pourrait-elle être un contenu tendance? Les tests comparatifs suscitent l'engagement et encouragent la participation du public. Est-il éthique de présenter une méthode comme étant universellement correcte devant la caméra? La présentation des options et l'explication des variables respectent les spectateurs et favorisent la confiance. Les prises de vue spectaculaires au ralenti de surface bouillonnante augmenteront-elles le battage médiatique? La présentation cinématographique peut augmenter l'attrait, mais ne doit pas induire en erreur quant au résultat. Faut-il éviter les allégations controversées concernant des raccourcis secrets? La transparence en matière de compromis évite les déceptions et renforce la crédibilité. Est-ce que la démonstration de l'utilisation d'un thermomètre permettra d'éduquer et de rassurer les apprenants? Les démonstrations enseignent la technique et réduisent l'anxiété liée au timing. Dois-je inclure des températures alternatives pour les articles délicats ou denses? Proposer des alternatives permet aux spectateurs d'adapter les recettes à leurs besoins. Le fait de montrer les tentatives infructueuses et les corrections sera-t-il un contenu utile?
Les échecs honnêtes enseignent la résilience et des compétences pratiques de dépannage. Les spectateurs pourraient-ils débattre de leur préférence pour les bornettes par rapport aux intérieurs humides? De tels débats sont courants et alimentent l'engagement et les discussions communautaires. Dois-je recommander des temps de repos de manière explicite pour chaque recette? Des instructions de repos explicites améliorent la texture et la qualité de service. Est-ce qu'il serait utile d'encourager les expériences avec les réglages de convection, de ventilation ou de cuisson? Encourager l'expérimentation renforce la confiance et la compréhension technique. Dois-je avertir les spectateurs de la fréquence d'ouverture de la porte du four? L'ouverture fréquente de la porte réduit la température du four et prolonge le temps de cuisson. Un dernier conseil sur l'utilisation des minuteries et des thermomètres sera-t-il apprécié? Des outils pratiques et des conseils clairs aident les apprenants à reproduire des résultats cohérents. Je vous recommande de vérifier à l'aide d'un thermomètre à lecture instantanée, et d'ajuster le temps en fonction de la taille de la poêle, du type de four et des repères visuels. Leçon 3. Conseiller l'innovation en matière de défense. Le conseiller d'un chef militaire doit trouver un équilibre entre innovation et éthique. Il aidera à développer de nouvelles machines pour un avantage opérationnel. Quelles sont les responsabilités qui accompagnent un tel rôle consultatif? La responsabilité inclut la garantie du respect du droit international. Le conseiller doit-il tenir compte de l'impact humanitaire de la technologie? Les conséquences humanitaires doivent éclairer les décisions de conception et de déploiement. Les technologies à double usage compliqueront-elles, évaluation éthique? Le potentiel de double usage nécessite une évaluation des risques et une surveillance rigoureuse. La transparence devrait-elle faire partie du processus consultatif dans la mesure du possible? La transparence favorise la confiance du public, mais peut entrer en conflit avec les besoins en matière de sécurité. Comment concilier le secret et la responsabilité démocratique? Les organes de surveillance et les séances d'information classifiées peuvent trouver un équilibre entre sécurité et responsabilité. Évaluation éthique indépendante des projets militaires a-t-elle un rôle à jouer? Des comités d'évaluation indépendants fournissent des points de vue externes et des contrôles moraux. Les ingénieurs et les scientifiques auront-ils besoin de directives éthiques claires? Des directives claires aident les équipes techniques à anticiper les implications sociales. Les conseillers juridiques devraient-ils être impliqués dès le début? Une saisie juridique précoce permet d'éviter les violations et les refontes coûteuses. Le droit international humanitaire limite-t-il certains types d'armes? La loi interdit les moyens de guerre indiscriminés et inhumains. Les alternatives non létales devraient-elles être privilégiées dans la mesure du possible? Les options non létales peuvent permettre d'atteindre les objectifs tout en minimisant les dommages. Les systèmes autonomes soulèveront-ils de nouvelles questions morales et juridiques? L'autonomie met en cause la responsabilisation et la prise de décision en cas de conflit. Les humains devraient-ils conserver un contrôle significatif sur la force létale? Un contrôle humain significatif demeure une garantie largement approuvée. L'apprentissage automatique pourrait-il introduire un comportement imprévisible dans les armes? L'imprévisibilité augmente le risque et exige une validation prudente. Des protocoles de tests rigoureux devraient-ils être obligatoires pour les nouveaux systèmes? Des tests approfondis dans des conditions réalistes permettent de réduire les défaillances imprévues. Les adversaires adopteront-ils rapidement des technologies similaires?
Le risque de prolifération signifie que l'avantage stratégique peut être de courte durée. L'interopérabilité avec les systèmes alliés doit-elle guider les choix de conception? L'interopérabilité améliore l'efficacité de la coalition et le soutien logistique. La transparence des achats réduira-t-elle la corruption et les abus? La transparence des achats et des audits permet de décourager les malversations et le gaspillage. La durabilité et les coûts du cycle de vie devraient-ils influencer les choix en matière d'équipement? La maintenance à long terme et l'impact environnemental influent sur la disponibilité opérationnelle. La conception éthique peut-elle inclure la minimisation des dommages aux infrastructures civiles? Une conception qui limite les effets collatéraux protège les civils et préserve la légitimité. Les problèmes de confidentialité doivent-ils être pris en compte lorsque les systèmes collectent des données? La gouvernance et la minimisation des données protègent la vie privée et les droits des non-combattants. La perception du public influencera-t-elle le soutien politique aux nouvelles machines? La perception façonne les politiques. Les opinions négatives peuvent réduire rapidement les programmes. Les conseillers devraient-ils collaborer avec la société civile et des experts extérieurs à l'armée? Le dialogue inclusif élargit les perspectives et anticipe les préoccupations de la société. Les dilemmes moraux s'intensifient-ils lorsque des vies sont en jeu? Les enjeux élevés nécessitent un contrôle moral et des garanties procédurales accrues. La formation devrait-elle mettre l'accent sur la prise de décision légale et éthique pour les opérateurs? La formation intègre des normes et réduit le risque d'actes illégaux. Des règles d'engagement claires seront-elles intégrées aux fonctionnalités automatisées? Les règles doivent être compatibles avec les comportements du système et la supervision humaine. Une mauvaise utilisation pourrait-elle se produire sous la pression ou sous l'effet de la désinformation? Les conditions stressantes augmentent le risque de mauvaise utilisation en l'absence de mesures de protection robustes. Faut-il intégrer une dégradation progressive et sûre au système? Des mécanismes infaillibles permettent d'éviter les erreurs catastrophiques et de permettre la restauration. Le red teaming et les tests contradictoires révéleront-ils des vulnérabilités? Les systèmes complexes présentant des menaces réalistes mettent rapidement en évidence leurs faiblesses. Les plans d'urgence doivent-ils aborder la compromission ou la capture du système? Les imprévus protègent les technologies sensibles et atténuent l'escalade. Les contrôles à l'exportation sont-ils efficaces pour limiter la prolifération? Les contrôles sont utiles, mais nécessitent une coopération et une application internationale. Les cadres éthiques doivent-ils s'adapter à l'évolution des technologies? La révision continue garantit que les cadres restent pertinents et rigoureux. La protection des lanceurs d'alerte encouragera-t-elle le signalement des abus? De solides protections permettent de rendre des comptes et de décourager les comportements répréhensibles. Les achats doivent-ils favoriser les fournisseurs ayant des engagements éthiques? Les normes relatives aux fournisseurs favorisent le développement responsable, tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le débat public sur l'innovation militaire pourrait-il devenir polarisant? Les débats peuvent être controversés, mais ils sont nécessaires au contrôle démocratique. Les conseillers doivent-ils préparer des justifications claires et fondées sur des preuves pour les projets? Les preuves et la transparence du raisonnement renforcent la légitimité des politiques. La simulation et la modélisation soutiendront-elles les projections d'impact éthique? La modélisation permet de prévoir les résultats et de prendre de meilleures décisions. Existe-t-il des paramètres acceptés pour mesurer les risques de dommages aux civils?
Les cadres établis évaluent les dommages, mais nécessitent un étalonnage spécifique au contexte. Faut-il appliquer les normes internationales pour limiter les systèmes déstabilisants? Les normes communes réduisent les courses aux armements et favorisent la retenue entre les États. L'engagement avec les alliés alignera-t-il les normes éthiques au niveau régional? La coordination avec les partenaires permet d'harmoniser les approches, éviter les failles. Les investissements dans la résilience et les capacités non combattantes doivent-ils se poursuivre? Les investissements dans la résilience réduisent la vulnérabilité et complètent le hard power. La recherche non militaire peut-elle apporter un double avantage à la société civile? De nombreuses technologies sont utilisées à des fins civiles et présentent de nombreux avantages. Les communications publiques doivent-elles mettre l'accent uniquement sur les garanties et les garanties? Les communications doivent être honnêtes, et pas simplement rassurantes, pour maintenir leur crédibilité. Les préjugés culturels et institutionnels auront-ils une incidence sur les jugements consultatifs? Il est nécessaire de prendre conscience des préjugés pour éviter les priorités erronées et les angles morts. Les structures d'incitation doivent-elles récompenser la conformité éthique des programmes? Les mesures incitatives permettent d'aligner efficacement le comportement sur les obligations morales et légales. Évaluation itérative, adaptera-t-elle les programmes aux nouvelles preuves et normes? L'itération permet une correction et un alignement éthique continu. Les évaluations de carrière devraient-elles inclure des mesures de performance éthique? Les indicateurs éthiques renforcent les valeurs institutionnelles et l'intégrité à long terme. La collaboration avec des experts en droit international renforcera-t-elle les politiques? L'expertise juridique garantit la conformité et contribue à élaboration de normes solides. Les projets controversés pourraient-ils nuire à la réputation internationale s'ils sont mal gérés? Une mauvaise gestion peut éroder la crédibilité et entraîner des sanctions ou des réactions négatives. Les conseillers doivent-ils documenter les justifications de leurs décisions en matière de responsabilité future? La documentation préserve la transparence et facilite évaluation rétrospective. Les audits indépendants seront-ils utiles pour la supervision à long terme des programmes? Les audits fournissent une évaluation impartiale et renforcent la confiance du public. L'investissement dans le capital humain doit-il être à la hauteur des ambitions technologiques? Un personnel qualifié est essentiel pour exploiter, entretenir et gérer les systèmes de manière responsable. Les manquements à l'éthique en matière de développement auront-ils des conséquences stratégiques? Les échecs éthiques peuvent saper profondément les missions et les objectifs stratégiques. La formation en éthique et en droit devrait-elle être obligatoire pour les technologues? L'enseignement obligatoire favorise une innovation responsable et des choix éclairés. La controverse autour de certaines machines stimulera-t-elle le dialogue international? Les controverses peuvent catalyser les traités et la gouvernance coopérative, si elles sont canalisées de manière constructive. Les conseillers doivent-ils donner la priorité aux capacités de désescalade et aux utilisations défensives? Prioriser les fonctions défensives et de désescalade réduit les risques d'escalade. Un débat public rigoureux aidera-t-il à fixer des limites légitimes à la technologie militaire? Le débat ouvert définit des limites acceptables et renforce le contrôle démocratique. Le conseiller devrait-il recommander un déploiement progressif et soigneusement surveillé? Le déploiement par étapes avec suivi permet une évaluation et une correction de cap. Le leader assumera-t-il la responsabilité de l'innovation et de ses conséquences?
Les dirigeants doivent accepter la responsabilité des décisions et de leurs conséquences morales. Je conseillerais la prudence, j'insisterai sur les garanties légales et éthiques, et je soutiendrai un progrès technologique responsable. Leçon 4. Le dialogue sur le départ d'un taxi. Excellent. Maintenant, prenons nos valises et partons prendre le taxi. Êtes-vous sûr que le chauffeur nous trouvera facilement? Je confirmerai le lieu de prise en charge et partagerai les coordonnées précises. Allez-vous également vérifier la licence de taxi et les pièces d'identité? La vérification des informations d'identification réduit le risque de service contrefait. Devons-nous confirmer le tarif estimé avant d'entrer? La confirmation du tarif permet d'éviter les malentendus et les surprises. Demanderez-vous si le chauffeur accepte les cartes ou uniquement les espèces? Connaître les options de paiement permet d'éviter les problèmes de dernière minute. Devons-nous nous assurer que le compteur fonctionne après le départ? Un compteur linéaire fournit un enregistrement transparent du trajet. Allez-vous noter la compagnie de taxi et le numéro du véhicule pour des raisons de sécurité? L'enregistrement de ces informations améliore la responsabilisation en cas de problème. Devons-nous comparer les applications de transport en termes de prix et de fiabilité? La comparaison des options permet souvent de trouver le meilleur équilibre entre les coûts et la confiance. Allez-vous définir la destination exacte pour éviter les détours? Des instructions claires évitent les détours inutiles et les pertes de temps. Devons-nous partager notre position en direct avec un contact de confiance? Le partage de notre itinéraire accroît la sécurité et la tranquillité d'esprit. Demanderez-vous un trajet tranquille, ou autoriserez-vous une conversation avec le chauffeur? Nous devrions demander poliment au chauffeur quelles sont ses préférences en matière de conversation. Devons-nous éviter de discuter à haute voix de sujets personnels sensibles? Le fait d'éviter les informations personnelles préserve la confidentialité et réduit les risques. Confirmerez-vous la disponibilité d'un siège pour enfants, ou d'un siège d'appoint si nécessaire? Les sièges de sécurité doivent être enregistrés à l'avance pour les familles voyageant avec des enfants. Devons-nous nous assurer que les bagages sont sécurisés dans le coffre? Les bagages sécurisés évitent les pertes et protègent les effets personnels pendant le transport. Allez-vous donner un pourboire conformément aux coutumes et à l'équité locale? Les pourboires doivent refléter avec respect la qualité du service et les normes locales. Devons-nous demander un reçu à des fins d'entreprise ou de remboursement? Un reçu documente les dépenses et permet de les comptabiliser ultérieurement. Prévoyez-vous des itinéraires alternatifs en cas de forte affluence? Les itinéraires alternatifs permettent de gagner du temps et de réduire le stress en cas de congestion. Devons-nous être attentifs à la circulation aux heures de pointe et lors des événements spéciaux? La connaissance des horaires locaux permet d'éviter les périodes de pointe et les surprises. Allez-vous vérifier l'heure d'arrivée estimée et vérifier la marge de retard? L'estimation de l'arrivée avec le temps tampon permet d'éviter les rendez-vous manqués. Devons-nous rester vigilants face à toute activité suspecte à proximité des points de retrait? La vigilance dans les espaces publics permet de minimiser la vulnérabilité et de préserver la sécurité. Demanderez-vous au chauffeur de confirmer l'itinéraire avant de partir? La confirmation des itinéraires favorise le partage des attentes et réduit les erreurs. Faut-il éviter de montrer des objets de valeur lors de l'embarquement? La dissimulation d'objets de valeur réduit la tentation et le risque de vol. Observerez-vous le comportement du conducteur pour détecter tout signe de faculté affaiblie? Le fait de constater les facultés affaiblies à un stade précoce nous permet de refuser de voyager pour des raisons de sécurité.
Devons-nous refuser poliment de voyager si le chauffeur ne semble pas en sécurité? Il est prudent et justifié de refuser un trajet dans des conditions dangereuses. Allez-vous demander un arrêt si nous devons régler les bagages ou préparer le paiement? Le fait de demander un bref arrêt permet d'éviter les tâtonnements et les maladresses pendant le transport. Devons-nous conserver un accès facile aux pièces d'identité et aux billets? Des documents accessibles accélèrent la vérification et réduisent le stress au point de contrôle. Pouvez-vous me confirmer le meilleur point de dépôt près de notre destination finale? Un lieu de dépôt précis améliore la commodité et le timing. Devons-nous prendre note des réglementations locales en matière de taxi, qui pourraient différer de celles de la maison? Comprendre les règles locales permet d'éviter les infractions accidentelles et les amendes. Allez-vous vérifier la prise en charge multilingue ou les fonctionnalités de traduction dans les applications? Les outils de traduction facilitent la communication dans des régions inconnues. Devons-nous enregistrer de brèves notes sur le conducteur si le trajet est exceptionnel ou médiocre? L'enregistrement des commentaires permet d'améliorer la qualité du service et de protéger les futurs voyageurs. Envisagez-vous de partager des conseils de sécurité utiles avec d'autres voyageurs en ligne? Le partage de conseils responsables favorise la sensibilisation et la préparation de la communauté. Devons-nous prévoir un pourboire et un paiement à la fois en monnaie locale et avec une carte de sauvegarde? La préparation au double paiement permet de résoudre facilement les problèmes imprévus liés aux espèces ou aux cartes. Respecterez-vous les préférences des conducteurs en ce qui concerne les arrêts et les détours? Une négociation respectueuse permet de trouver un équilibre entre nos besoins et le temps passé par les chauffeurs et les itinéraires. Devons-nous éviter les confrontations et plutôt signaler les problèmes aux autorités ou aux plateformes? Le signalement des problèmes formels préserve la sécurité et documente correctement les incidents. Vérifierez-vous la propreté et l'entretien du véhicule avant de démarrer? Des véhicules propres et bien entretenus sont le gage de normes professionnelles et de sécurité. Devons-nous garder un ton poli même lorsque nous négocions des tarifs ou des problèmes de service? La politesse augmente les chances de résolution coopérative et réduit les conflits. Allez-vous confirmer le montant final des frais avant de quitter le véhicule? La confirmation finale permet d'éviter les litiges et garantit une clôture satisfaisante. Devons-nous reconnaître l'excellence du service par une évaluation positive lorsque cela est mérité? Les avis positifs récompensent les bons conducteurs et orientent les autres passagers vers un service de qualité. Allons-nous rester au courant des tendances locales en matière d'escroquerie dans les taxis et des avertissements courants? La connaissance des escroqueries locales réduit le risque d'être victime d'une fraude. Devons-nous accepter l'assistance pour les bagages uniquement de la part du chauffeur si nous lui faisons confiance? L'acceptation de l'aide doit être basée sur le professionnalisme et le niveau de confort observé. Êtes-vous prêt à sortir rapidement et en toute sécurité lorsque nous atteindrons notre arrêt? Les sorties rapides et prudentes évitent les pertes accidentelles et garantissent des transitions fluides. Devons-nous emporter une petite trousse d'urgence en cas de retard imprévu pendant le transport? Un kit compact favorise le confort et résout les inconvénients mineurs lors du voyage. Allons-nous échanger des salutations polies et des adieux avec le chauffeur? Une interaction courtoise favorise la bonne volonté et donne un ton positif au trajet. Devons-nous rester flexibles si des ajustements mineurs de l'itinéraire améliorent l'efficacité? La flexibilité peut réduire le temps et le stress lorsque les changements sont raisonnables. Est-ce que nous confirmerons à l'avance les détails de la prise en charge pour notre voyage de retour? L'organisation préalable du transport de retour réduit l'incertitude et l'urgence de dernière minute.
Devons-nous immédiatement documenter les objets perdus auprès de la compagnie de taxi? Le signalement immédiat augmente les chances de retrouver les objets perdus. Respecterons-nous les normes culturelles locales en matière d'espace personnel et de conversation avec les conducteurs? Le respect des normes permet d'éviter la gêne et favorise le respect mutuel. Devons-nous également envisager le covoiturage uniquement s'il ne compromet pas la sécurité? La mise en commun peut être économique mais ne doit pas sacrifier la confidentialité ou la sécurité. Allons-nous prévoir du temps supplémentaire lorsque nous voyageons pendant les festivals ou les jours fériés? Les déplacements liés au festival nécessitent des délais et une planification logistique plus importante. Devons-nous encourager les autres à planifier les transferts en taxi dans un souci de sécurité? La promotion d'une planification consciente améliore la sécurité et l'expérience collective des voyageurs. Allons-nous rester calmes et courtois, en cas de problème mineur pendant le trajet? Le calme permet de résoudre clairement les problèmes et de préserver une interaction respectueuse. Devons-nous faire un bref compte-rendu après l'arrivée, pour noter les éventuelles tâches de suivi? Un bref compte-rendu saisit toutes les actions nécessaires, telles que les reçus ou les commentaires. Allons-nous célébrer un voyage en douceur lorsque tout se déroulera bien? Reconnaître que le voyage s'est déroulé sans heurts suscite de la gratitude et de l'appréciation pour le voyage.